BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. C'est l'heure du face-à-face avec Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Bonjour. Bonjour. Et Pascal Auclair de la Française AM. Bonjour. Bonjour. Un début d'année qui est toujours plutôt bon sur les marchés actions. On voit un CAC 40 qui reste autour des 5500 points. Avec quand même quelques petits facteurs d'alerte. On a vu justement les marchés taux commencer à devenir un petit peu agités. L'euro-dollar, là, dont on a parlé, qui montre sa force. On est à 1,21-1,23. Est-ce que vous pensez que ces taux et ces changes vont être justement au cœur de l'actualité en ce début d'année et vont un petit peu orienter les indices? Quand on a... Pascal Auclair. Je commence. La galanterie. Commencez. Honneur aux dames. Quand on a rédigé nos perspectives 2018 et qu'on nous a demandé d'identifier ce que serait le principal facteur de risque de cette année 2018, on a dit le risque d'un ajustement un peu chaotique des politiques monétaires. Et un peu chaotique quand même. Le risque d'un ajustement D'accord. chaotique des politiques monétaires. Et donc c'est pour nous le principal facteur de risque 2018. Il y en a d'autres, géopolitiques. Mais c'est, nous semble-t-il, le principal facteur à suivre cette année. Et on est véritablement là-dedans, me semble-t-il. On a conjonction depuis le début de l'année d'un certain nombre de nouvelles, de rumeurs qui se télescopent sur un espace-temps qui est un espace-temps assez court, puisqu'on n'a que quelques jours de bourse. Et on est vraiment dans cette phase où on est en train de digérer ces informations qui sont des informations que nous attendions, mais qui se matérialisent cette fois d'une manière un tout petit peu plus concrète. Pour les citer, il y a eu évidemment l'annonce de la Banque du Japon de la réduction de ses achats de dette au mois de décembre, qui a été pris non pas comme un élément factuel et chiffré d'un mois de décembre passé, mais comme l'amorce d'un mouvement, d'une revue, je dirais, de la politique monétaire de la Banque centrale du Japon. Et puis qui a été, qui a valeur de baromètre pour l'ensemble de ces politiques monétaires super actives. Dont on sait en tout cas qu'elle est un acteur majeur dans les flux, les flux passés. Il y a eu des rumeurs, là, je pense assez infondées sur la Chine, sur la politique de la Banque centrale chinoise qui pourrait baisser ses achats de dette américaine en particulier. Or, on sait que l'année dernière, si on chiffre ça factuellement, la Banque centrale de Chine a accru ses achats de dette américaine d'à peu près 150 milliards. Donc, il y a les rumeurs, puis il y a les faits. Et puis, il y a eu, plus factuel cette fois, les minutes de la Banque centrale européenne, qui datent de mi-décembre, donc qui sont des éléments qui datent de la fin de l'année dernière, mais qu'on a découvert cette semaine, et qui montrent que oui, la Banque centrale, et c'est heureux, j'ai envie de dire, la Banque centrale européenne réfléchit à la manière dont elle va infléchir sa politique de communication en ce début d'année, eu égard aux conditions économiques extraordinairement positives qui sont en face de nous aujourd'hui. Et donc ça, évidemment, ça a créé un électrochoc dans l'inconscient collectif des marchés. Infléchir sa communication, c'est, si on fait un raccourci un peu rapide, évidemment, aller plus vite que la musique sur la réduction du quantitative easing, voire réduire la période qui se situera entre la fin de ce quantitative easing et le premier relèvement des taux d'intérêt, voire mettre en place de nouvelles mesures macroprudentielles. Bref, ça a suscité un peu d'émotion et donc un ajustement très significatif des taux d'intérêt partout, aux États-Unis ou en Europe. On est à 15 centimes de redressement des parties longues, des courbes. Donc, quand on sait qu'on a eu zéro mouvement l'année dernière, c'est substantiel. Et puis, évidemment, en corollaire, un redressement de la devise européenne, dont on sait qu'elle est très conditionnée, évidemment, par tout ça. Donc, forcément. Thibaut Prébet, il y a eu aussi, il y a les acteurs de marché qui commencent à réagir à tout ça, sur l'orientation de la courbe des taux. Il y avait Bill Gross aussi, l'ancien patron de PIMCO, qui est en train de dire ça va être une fenêtre de tir rêvée pour adopter une stratégie vendeuse sur les obligations. Il y a aussi un mot qui va revenir, forcément, c'est inflation. Et globalement, on reste sur... si on fait la compilation de tous les éléments dont on vient de parler, on reste quand même sur une tendance qui est, j'allais dire, largement prévisible. Maintenant, c'est plutôt l'intensité du mouvement qu'il va falloir guetter, non ? Je pense qu'il va falloir vraiment séparer la situation américaine de la situation européenne qui ne sont pas au même point du cycle. D'accord. Oui, l'idée que les taux vont monter, c'est vrai, ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'on entend ça et ça se matérialise assez modestement. En revanche, autant aux États-Unis, on est à des niveaux de taux qui sont des niveaux qui commencent à peser un peu sur le coût de la dette, des niveaux de taux aussi qui, pour les modèles de valorisation,
vont commencer à rendre les multiples assez compliqués. On n'achète pas les actions avec les mêmes multiples quand les taux sont à 0 ou quand ils seront à 4. Donc là, on arrive à des niveaux qui vont être un peu problématiques. On arrive à des saturations du marché de l'emploi qui peuvent aussi amener de l'inflation salariale. Les mesures de Trump pourraient l'être également. En Europe, on n'en est pas là. On est à des niveaux de taux qui certes montent, mais honnêtement, une variation de 0,15 des taux, quand on était à 4, on n'en aurait même pas parlé tellement c'est faible. Donc aujourd'hui, quand on part de taux très bas, ça ressort, mais l'impact, on va dire, réel, mathématique, reste extraordinairement limité. S'il devait monter, c'est pas parce que les taux allemands iraient à 1% que ça poserait un problème pour les valorisations des autres classes d'actifs. Et puis, même si on a toujours du mal à estimer le chômage structurel en Europe, on sait que en dehors de l'Allemagne, on n'est pas non plus prêt de saturer le marché de l'emploi et d'avoir de l'inflation salariale. Donc oui, soyons prudents sur les situations des marchés obligataires aux États-Unis, qui peuvent avoir un côté probablement un peu problématique pour l'ensemble des marchés. Surveillons les problématiques inflationnistes. Je pense qu'en Europe, s'il y a si perturbations il y a, le facteur devise sera probablement assez rapidement mis en avant et sera plus problématique pour l'économie européenne que les niveaux de taux pour les trimestres à venir. Pascal Auclair, concernant cette problématique d'inflation, c'est vrai qu'on a vu quelques petits signes de frémissement, effectivement, alors du côté des États-Unis, avec notamment aussi beaucoup d'intervenants de marché qui regardent de près ce qui se passe sur le pétrole, hein, qui est du côté des $70. Alors certes, ça sort des statistiques d'inflation, mais ça renchérit mathématiquement le coût des produits au final. On a vu aussi dans les différents indicateurs ISM des déflateurs et des indicateurs de prix qui montraient que là aussi il se passait des choses. Est-ce que vous êtes du même avis? Est-ce que du côté de l'Europe, on est encore sur des signes d'inflation qu'on ne voit pas venir? Et du côté des États-Unis, d'indicateurs qui ont tendance à grimper un petit peu? J'ai envie de vous dire, il est temps, hein, parce qu'on est quand même dans un... il serait temps, oui. Voilà, moi, ça me rassure plutôt de voir que dans un cycle assez mature aux États-Unis, un tout petit peu moins mature en Europe, la surprise, elle était de l'autre côté, c'était de voir, au cours de l'année 2017, l'inflation ne pas bouger et rester très en deçà des attentes, en particulier des banquiers centraux. Donc, on sait qu'aux États-Unis, l'année dernière, il y avait quelques petits facteurs un peu conjoncturels qui ont pesé. Il y a eu d'abord le comportement du dollar qui a pesé sur les niveaux d'inflation. Il y a eu aussi des petits sujets sectoriels de type concurrence dans les télécoms qui ont créé des facteurs techniques. Donc on sait qu'on a biaisé tout ça. On a très peu vu se manifester l'inflation salariale. Or, on commence à voir des petits signaux. On parlait tout à l'heure de Walmart qui augmente son salaire minimum de 10%. Alors, évidemment, c'est une news, mais Walmart, c'est un gros employeur. 10%, c'est juste impressionnant. Hein, c'est juste impressionnant. Donc, premier employeur privé au monde. Hein, voilà, donc il faut le mentionner, même si c'est une micro-news, entre guillemets. Donc, on va, je pense, arriver à un stade du cycle de l'emploi où enfin, on va voir s'enclencher non pas une spirale d'inflation salariale, parce que je crois qu'il existe au niveau mondial des pressions structurelles qui, elles, sont modératrices d'inflation salariale et d'inflation tout court, mais on va voir s'instaurer un début de cercle vertueux sur croissance, prix et redressement des niveaux salariaux un peu partout. Donc ça, c'est vrai aux États-Unis, mais je crois aussi que c'est vrai à terme et à un terme assez court en Europe. Et puis par-dessus tout ça, vous l'avez dit, on a un phénomène qui, lui, peut être un petit peu plus conjoncturel, mais qui est plutôt une de ces surprises de ce début d'année 2018, c'est le prix du pétrole à $70 le baril, avec dans le cycle économique tel qu'il se déroule assez peu de surprises de ce point de vue-là. La demande est importante, les stocks américains sont plutôt bas, l'OPEP n'a pas changé sa politique et donc n'a pas ajusté sa production à ce surplus de demande. Et puis, il y a un peu de stress par-dessus tout ça géopolitique. Donc, voilà, on a un baril qui, lui, en glissement, va être un contributeur positif au glissement d'inflation en 2018. Donc, ma conviction, c'est qu'on va avoir partout dans les zones développées, États-Unis, Europe, je les inclus, évidemment, des glissements d'inflation qui vont tangenter vers les cibles des banquiers centraux cette année, c'est-à-dire tranquillement glisser vers 2%, plus vite aux États-Unis qu'en Europe, mais que la trajectoire est la même.